Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Vendredi matin, notre président Emmanuel Macron a fait une déclaration concernant ce qu'il appelle le séparatisme, les séparatismes, et en visant plus particulièrement le séparatisme islamiste. Et dans cette déclaration, il a déclaré vouloir interdire l'instruction en famille dès la rentrée 2021. Avant tout, sur la forme, je trouve assez outrageant le fait qu'il prétende avoir pris une décision et qu'il emploie le futur en disant que l'instruction en famille sera interdite. Il faudrait peut-être lui rappeler que ça n'est pas lui qui fait les lois, mais que ce sont les députés qui les votent et qui leur permettent donc d'être mises en application. Et que non, notre président n'est pas un tyran tout-puissant qui pourrait prendre n'importe quelle décision concernant 50 000 Français. Bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, je suis totalement opposée à cette décision donc d'Emmanuel Macron. Et je voudrais aujourd'hui dans cet épisode vous expliquer pourquoi. Car a priori, si vous m'écoutez, si vous écoutez mon podcast, il y a de fortes chances que vous-même, vous ayez plutôt un bon a priori de l'instruction en famille et que vous souhaitiez la défendre. Et je vais donc vous expliquer comment vous pouvez la défendre et avec quels arguments, car c'est quelque chose, un thème sur lequel je réfléchis depuis longtemps et encore plus ces derniers jours suite à cette déclaration. Mais c'est aussi un podcast que vous pouvez relayer à toutes les personnes de votre entourage, même si leurs enfants vont à l'école. Car le grand danger, je vais vous l'expliquer un peu plus loin, c'est justement de s'imaginer que ça ne nous concerne pas si nous ne pratiquons pas l'IEF. Or, ça concerne en réalité tous les parents, absolument tous les parents. Donc j'espère vraiment que ce podcast, cet épisode, pourra être un épisode de ressources, un épisode d'arguments pour vous aider à défendre la cause de l'instruction en famille et pour éveiller les consciences des personnes qui ne pratiquent pas l'instruction en famille. Vous avez peut-être vu dans le titre de ce podcast que je mentionne Sparte ou Athènes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'historiquement, Sparte et Athènes avaient deux systèmes scolaires diamétralement opposés. Je suis tombée sur cet article d'Olivier Postel-Vinet, qui sur la plateforme du Cairn, et qui a écrit cet article sur Sparte ou Athènes. Sparte avait des écoles d'État et un embrigadement militaire dont l'organisation évoque le fascisme. Le but était de préparer les enfants, garçons et filles, à la guerre. À Athènes, en revanche, l'enfant était d'abord confié à la mère ou à la nourrice, qui l'initiait à la mythologie et lui faisait apprendre des contes par cœur. À partir de 7 ans, le garçon allait chez un maître de grammaire, un maître de sitar et un maître de gymnastique, choisi par les parents. Deux systèmes radicalement différents. D'un côté, une éducation d'État, une éducation où l'exercice physique avait la plus grande part. De l'autre, une éducation librement choisie par les parents, puisque les professeurs étaient sélectionnés par eux. Au final, de qui voulons-nous être les héritiers ? D'Athènes, le berceau de la démocratie, chez qui les enfants étaient au départ élevés, éduqués par leur mère ou leur nourrice. Alors, passons sur le côté sexiste, il s'agit d'une autre époque, mais étaient donc éduqués, instruits au départ par leurs parents, leurs nourrices, et ensuite par des maîtres, des précepteurs choisis par les parents. Où voulons-nous être les héritiers de Sparte ? Sparte et son régime belliqueux, son régime des 30 tyrans qui faisaient régner la terreur après avoir conquis Athènes. À vous de voir. Personnellement, j'ai quand même une nette préférence pour Athènes. Alors, je ne vais pas sauter sur le point Godwin et vous parler d'Hitler et des changements imposés par le nazisme dans le système éducatif pour transformer l'instruction des enfants et faire en sorte de les préparer aux objectifs ultimes du national-socialisme. Mais bien évidemment, Hitler a
suivi la même voie que Sparte en la développant très largement. Alors si nous voulons être les héritiers d'Athènes, comment pouvons-nous combattre cette volonté d'Emmanuel Macron d'interdire l'instruction en famille? La première chose, c'est que cette décision est avant tout stupide et ridicule, si l'on prétend vouloir s'attaquer à ce fameux séparatisme, en particulier ce séparatisme islamiste. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les familles qui souhaitent réellement s'isoler, celles qui souhaitent former une contre-société, qui ne souhaitent pas s'intégrer à la République, à la vie française, eh bien, elles ne se déclarent pas en tant que famille pratiquant l'IEF. Pourquoi iraient-elles se déclarer? Bien sûr que non. Elles se contentent de faire profil bas. Et effectivement, parmi ces familles, on retrouve les situations citées par Emmanuel Macron, avec des enfants qui se réunissent dans des écoles non déclarées, des écoles clandestines, où on ne leur apprend que le Coran ou des prières et où on ne leur donne aucune instruction. Oui, ça existe, très certainement. Mais ces familles ne sont pas déclarées. Car quand on est déclaré en tant que famille pratiquant l'IEF, on est inspecté une fois tous les 2 ans par la mairie, où l'on doit donner les raisons pour lesquelles on pratique l'instruction en famille, et la mairie doit vérifier qu'une instruction est bien donnée. Et on est inspecté tous les ans par l'inspecteur d'académie. Vous allez me faire croire qu'un inspecteur d'académie n'est pas capable de se rendre compte si un enfant a passé une année entière à n'apprendre que des prières, ou a passé une année entière à être réellement instruit? C'est là qu'est la question, c'est grave. Il y a une loi qui existe, qui encadre l'instruction en famille, qui encadre les inspections. Les modalités en sont relativement claires. Il est déjà possible de condamner ces familles, de leur imposer une rescolarisation de leurs enfants. C'est prévu par la loi. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi aller chercher une loi supplémentaire pour interdire toute instruction en famille plutôt que de simplement faire appliquer la loi qui existe déjà et prendre les mesures qui s'imposent? Car les familles visées par Emmanuel Macron sont déjà hors la loi. Elles sont déjà dans l'illégalité si elles ne fournissent pas une instruction suffisante à leurs enfants. Et à l'inverse, si elles fournissent une instruction suffisante, eh bien que leur reproche-t-on? Prenons ensuite l'argument légal. Cette pseudo-décision n'est pas constitutionnelle, tout simplement. Il faut savoir qu'en France, nous avons ratifié la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et que dans l'article 26, il est dit différentes choses, entre autres que toute personne a droit à l'éducation, mais aussi, à l'alinéa 3 de l'article 26, les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 26.3. Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Alors évidemment, en contrepartie, l'enfant a aussi le droit à recevoir une instruction. Et ça, l'État peut et doit le vérifier, il peut s'en porter garant. Mais le parent a le droit de choisir d'instruire lui-même son enfant, c'est un de nos droits fondamentaux. On retrouve d'ailleurs ce droit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 14. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. C'est donc bien l'un de nos droits fondamentaux pour lequel nous devons nous battre. Tant que le parent assure une instruction à son enfant, et cela, nous sommes d'accord, l'État peut en juger pour le bien de l'enfant, eh bien on ne peut pas retirer ce droit aux parents. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Alors qu'en est-il dans les autres pays ? La grande majorité des pays, bien évidemment, autorisent l'instruction en famille. Il y a quelques pays qui fonctionnent différemment. En Europe, il y a 4 grands contre-exemples, 4 grands cas importants de pays qui ont interdit l'instruction en famille. Vous avez l'Allemagne. Alors c'est assez vieux, ça date de 1919, dans la République de Weimar. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait difficile pour l'Allemagne de rouvrir ce droit
à l'instruction en famille, car il y a toujours cette crainte très prégnante en Allemagne de permettre une renaissance du nazisme ou une montée du néonazisme. Et je pense qu'aucun homme politique en Allemagne ne pourrait porter ce projet de rouvrir le droit à l'instruction en famille à cause de ce risque de montée du néonazisme. Mais si ce droit était existant, il n'y aurait pas de problème. Je pense que c'est simplement difficile de le rouvrir maintenant, de porter ce projet-là. En Croatie et en Grèce, l'instruction en famille est autorisée simplement dans des cas graves de santé ou des exceptions graves qui rendent l'enseignement à l'école impossible. C'est ce que veut mettre en place Emmanuel Macron. En Espagne, l'instruction en famille est illégale, mais en quelque sorte permise. C'est-à-dire qu'en fait, la seule conséquence pour les parents qui font l'instruction en famille, c'est qu'ils risquent de se voir imposer la rescolarisation de leurs enfants. Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas... jamais on ne retire des enfants à leurs parents parce que leurs parents ont choisi l'instruction en famille. Donc c'est un pays où l'instruction en famille est théoriquement illégale, mais dans la pratique permise. Et c'est amusant parce qu'il y a à l'inverse le cas de la Suède, où l'instruction en famille est théoriquement autorisée, pour des raisons de santé par exemple, ou de voyage des parents. Mais en pratique, elle n'est jamais accordée. Et moi, c'est ce qui m'inquiète avec ce projet de loi, c'est que l'on parle de mettre des exceptions, mais qu'à partir du moment où ça n'est plus un droit, mais une demande que l'on doit faire et qui nous est accordée ou non, eh bien l'État peut restreindre ce droit à l'envi. Et là, en l'occurrence en Suède, l'État a totalement supprimé ce droit dans la pratique, même s'il existe en théorie dans certains cas. Et donc je voudrais vraiment nous mettre en garde tous contre ce risque-là. Partir sur un système avec des exceptions et espérer que l'on pourra rentrer dans le cadre des exceptions est à mon avis dangereux. Il faut absolument lutter contre le principe même de la loi. Je vous le disais, tout le monde est concerné. Même si vous ne pratiquez pas l'instruction en famille, même si vos enfants sont scolarisés, vous êtes concerné. Pourquoi ? Parce que l'instruction en famille, c'est le dernier rempart de la liberté éducative. C'est le dernier rempart. C'est ce qui vous protège tous contre d'éventuels abus de l'État en matière d'éducation. L'État peut mettre des pressions sur les écoles privées sous contrat, sur les écoles indépendantes et hors contrat. Il le fait d'ailleurs souvent. Malgré tout, vous avez toujours cette porte de secours. Et évidemment, l'État impose toute la pression qu'il veut sur l'école publique, puisque c'est l'État qui gouverne, organise, gère l'école publique. Mais il vous reste donc toujours cette porte de secours. Si votre enfant va à l'école, sachez bien que si ce droit à l'instruction en famille est supprimé, vous n'êtes pas à l'abri. Parce que ce que cela signifie, c'est que si l'État se met à imposer un programme éducatif que vous n'approuvez pas, eh bien vous n'aurez plus de porte de sortie. Les écoles sous contrat devront respecter le même programme, les écoles hors contrat subiront de nombreuses pressions, peut-être que vous n'avez pas les moyens de payer une école hors contrat. Bref, la seule porte de sortie que vous aviez aura disparu. Et donc l'État pourra se permettre n'importe quels abus, puisqu'il n'y aura plus d'échappatoire. À l'heure actuelle, la simple menace pour l'État de voir une vague de familles choisir l'instruction en famille le maintient dans les limites du raisonnable. Ça nous protège des abus de l'État, parce que l'État ne veut pas voir tout d'un coup 100 000, 200 000, 300 000 enfants en instruction en famille. Donc l'État est prudent, l'État consulte les parents, l'État écoute notre voix. Il y a par ailleurs un point important à prendre en compte. C'est que, certes, nous pouvons considérer que nous sommes en démocratie, que nos élus sont élus et sont censés appliquer le programme choisi par la majorité, mais l'éducation est un domaine à part. L'État peut très bien imposer un programme éducatif
qui aura peut-être le soutien d'une petite majorité de personnes, 52-55% des gens par exemple, mais qui rentrerait en contradiction avec vos propres principes ou avec le bien de votre enfant en particulier. Mais à ce moment-là, vous feriez partie d'une minorité. Et si on suivait bêtement le principe de la majorité, eh bien, vous auriez un système éducatif qui n'est absolument pas adapté pour vous et pour votre enfant. Et l'éducation touche tellement à l'intime et à la construction de la personne que même si une majorité de gens demandent un certain programme éducatif, eh bien, le législateur avait prévu cette porte de sortie, cette possibilité pour une minorité de gens qui seraient choqués dans leur conscience de l'enseignement que l'on propose à leurs enfants. Eh bien, il y aurait cette porte de sortie de déscolariser les enfants et d'assurer leur instruction eux-mêmes, tant que l'on assure une instruction suffisante. Aujourd'hui, vous pouvez déscolariser. Si ce droit à l'instruction en famille disparaît, eh bien vous ne pourrez plus rien faire. Et donc vous serez totalement soumis aux desiderata de la majorité. Une majorité, c'est 51% des voix. Même pas. C'est 50% des voix plus une voix. Et les autres? Et les autres, si ça ne respecte pas leur liberté de conscience, leurs croyances philosophiques, leurs croyances religieuses, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent simplement se plier au programme de l'État parce qu'il a été décidé par une majorité? Là, on touche vraiment à la conscience de l'enfant, à la liberté de conscience de la famille tout entière. Et il faut bien savoir que l'embrigadement de la jeunesse, c'est l'une des marques d'un système totalitaire. C'est ce qu'ont fait tous les systèmes totalitaires. Des jeunesses hitlériennes en passant par les jeunesses communistes de Mao Tse-tung, en passant par l'embrigadement des jeunes sous Staline, sous Franco, sous Mussolini, tous, ils l'ont tous fait. Emmanuel Macron nous rebat les oreilles de la République, de cette fameuse République, et tout le monde doit faire partie de la République et s'intégrer à la République. Et j'aimerais lui redonner lui répondre en citant les mots d'un grand républicain, s'il en fut, Jules Ferry. Jules Ferry, dans sa lettre aux instituteurs de 1883, leur disait avec beaucoup de délicatesse « Vous êtes l'auxiliaire et à certains égards le suppléant du père de famille. » Alors là aussi, pardonnez le sexisme, c'est l'époque. « Parlez donc à son enfant comme vous voudriez qu'on parlât au vôtre. Au moment de proposer aux élèves un précepte, demandez-vous s'il se trouve un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous. Vous ne toucherez jamais avec trop de scrupules à cette chose délicate et sacrée qui est la conscience de l'enfant. » Voilà les paroles de Jules Ferry. Oui, Jules Ferry. Oui, celui qui s'est battu pour le droit à l'éducation. L'éducation libre, gratuite, obligatoire. Voilà, c'est lui. Et on l'a malheureusement un peu oublié. Et peut-être qu'aujourd'hui, on prend conscience qu'il y a trop de diversité dans les consciences, dans les croyances, dans les convictions. Et que l'école a pris une part trop importante pour pouvoir s'accorder avec la multiplicité de ses croyances, de ses convictions et de ses consciences. Pourquoi donc refuser à ce fameux père de famille dont parle Jules Ferry la possibilité de déscolariser son enfant, si il estime que ce qu'il va entendre à l'école n'est pas bon pour lui et n'est pas en accord avec ce qu'il pense au plus profond de lui et ce qu'il veut transmettre à ses enfants. C'est notre droit le plus précieux. Par ailleurs, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, les écoles actuelles ne parviennent pas de toute façon à prendre en charge tous les élèves avec toutes leurs spécificités. Il y a une multiplicité de particularités. Certains enfants présentent des troubles 10,
d'autres des TSA, troubles du spectre autistique. Vous avez des enfants à haut potentiel qui ont du mal à s'intégrer au système classique. Vous avez toutes sortes d'enfants qui n'ont pas de problème de santé, qui médicalement vont très bien, qui ne font absolument pas partie donc des exceptions qu'Emmanuel Macron envisage, mais qui seraient très malheureux dans le système classique. J'ai une amie comme ça dont le fils est resté muet jusqu'à 6 ans, je crois. Elle le retrouvait, elle passait à côté de la salle de classe qui avait des parois vitrées, et elle le voyait recroquevillé sous une table pendant le plus clair de la journée scolaire. Alors, elle n'a jamais jeté la pierre à l'institutrice, à l'enseignante. Simplement, cette enseignante n'était pas capable de prendre en charge. Elle n'avait pas les ressources, la formation, le temps, la disponibilité, les moyens de prendre en charge cet enfant et de l'aider à s'épanouir, à parler et à s'instruire. Cet enfant avait en fait un trouble du spectre autistique et donc il n'a pas parlé jusqu'à très tard. Eh bien, la maman l'a déscolarisé. Elle lui a assuré l'instruction en famille. Et aujourd'hui, je vous avoue que quand on voit cet enfant, on ne soupçonne même pas qu'il a un trouble du spectre autistique. Pas du tout. Alors, on peut se dire qu'il est un petit peu maniaque. Voilà. Ça se limite à ça. Mais avant, c'était un enfant recroquevillé sous sa table, totalement muet, incapable de parler, au beau milieu d'une salle de classe. Il y a un gros manque d'AVS, d'assistante de vie scolaire. Alors, pourquoi refuser aux parents de jouer ce rôle, à la fois d'assistant de vie scolaire et d'enseignant pour leurs enfants? J'ai reçu un nombre de témoignages bouleversants sur l'instruction en famille, de familles qui m'ont expliqué pourquoi elles avaient fait ce choix. J'en ai 4 pages là sous les yeux, mais j'en ai encore bien d'autres que je n'ai pas eu le temps de réunir sous un seul fichier. Je pratique l'IEF avec mon fils après un échec scolaire. Du coup, je reprends en main sa scolarité. C'est très dur de voir son enfant complètement effacé. J'envisage l'IEF d'ici 1 an ou 2, car le système d'éducation nationale n'est pas adapté à tous les profils d'enfants. Mes enfants ont régulièrement des professeurs contractuels, inexpérimentés, qui n'ont pas d'autorité sur les élèves. Donc mes enfants n'arrivent pas à se concentrer en classe. C'est compliqué. Nous faisons partie de la vague de demandes d'instruction en famille liée au coronavirus. Nous souhaitions prendre une année de recul, dans l'espoir d'avoir un peu plus de recul sur le virus l'année suivante. Mais ça n'est pas la seule raison. Mon fils de 7 ans démarre son parcours scolaire avec peine. Son retard de langage et son déficit en attention ne lui permettent pas de suivre le rythme classique. Il aurait besoin d'une aide particulière, mais voilà, ils sont 30 en classe. Nous avons pu nous rendre compte des besoins de notre enfant pendant le confinement et fort des progrès acquis, nous avons décidé de ne plus déléguer la tâche d'instruire notre fils à une institution qui broie les élèves lents et ou à la ramasse. Nous constatons ces progrès jour après jour, depuis, en IEF. C'est pour nous la certitude que notre fils continuera d'apprendre avec joie, à son rythme et sans contrainte, une instruction saine qui lui convient. Une autre famille qui a déscolarisé son fils à cause d'une hypersensibilité au bruit qui était beaucoup trop fort pendant les récréations. Ils ont fait une année d'IEF parce que leur fils était encore jeune et puis ils se sont pris au jeu. Il y a pris tellement goût qu'il n'a pas voulu retourner à l'école. Les visites, les musées, ils ont à cœur de partir du concret pour étudier plus facilement un thème. Ça implique des sacrifices pour eux, mais c'est tellement gratifiant. Une autre maman encore qui nous dit que l'école n'allait absolument pas respecter le rythme de mon enfant qui avait besoin de dormir jusqu'à 9h le matin. Le lever pour aller faire des gommettes, non merci. Il a pu apprendre le système solaire à 3 ans. Il a pu apprendre les continents parce que c'est ce qui l'intéressait. Encore un autre témoignage. Une famille pour qui le but était d'offrir à leurs enfants une instruction vivante, sur mesure, adaptée à leur rythme, leurs intérêts. Monsieur Macron ne peut décemment pas nous priver de notre droit d'instruire nos enfants sous prétexte qu'un groupuscule séparatiste terrorise le pays. Nos enfants ne sont pas responsables. Un autre témoignage d'une maman dont le fils a commencé à apprendre à lire seul à même pas 2 ans. Il a des enfants. Chez qui ça arrive. Même si vous êtes surpris, ça arrive.
Ils ont demandé à ce qu'ils puissent avoir un suivi en conséquence en maternelle, mais ça leur a été refusé, donc ils sont rentrés en IEF. Donc c'est un enfant à haut potentiel intellectuel, hypersensible, et il s'adapte à ses capacités, à son rythme. Comble de l'ironie, pour cette famille, l'IEF est aussi un choix athée. Ils sont athées. Or, ils habitent en Alsace, et pour eux, la laïcité n'est pas suffisamment respectée chez eux. C'est quand même amusant. Par ailleurs, leur fils devrait rentrer au collège l'année prochaine. Il devrait se lever 1h30 plus tôt. Il est vegan, ce qui compliquerait les choses pour la cantine. Pour une autre maman, elle a pu observer son fils en petite section, totalement renfermé, qui n'osait même pas parler à la maîtresse. Il était souvent triste, en colère, angoissé. Les départs à l'école se faisaient dans les pleurs et les cris. Et à chaque vacances, ils retrouvaient leur joyeux petit garçon. C'était une grande détresse pour eux. Et dans l'IEF, ils ont retrouvé un enfant heureux. Une autre maman qui fait l'IEF parce qu'elle est libre de choisir ce qu'elle souhaite enseigner, parce que les classes sont bondées, parce que le harcèlement scolaire existe et qu'on ne le détecte souvent pas. Parce que même de la part d'un enseignant, d'un animateur, il existe des agressions physiques ou des attouchements, voire pire. Parce que le niveau de l'éducation nationale est médiocre. Parce qu'elle respecte le rythme de son enfant et ses centres d'intérêt. Elle, la maman. Parce qu'elle n'est pas d'accord qu'un âge définisse un niveau. Parce qu'elle avance plus vite et mieux qu'à l'école. Parce qu'une maîtresse, malgré tous les efforts du monde, ne pourra pas gérer les difficultés des enfants en souffrance. Parce que l'école n'est pas faite pour tout le monde. Parce qu'elle utilise des pédagogies alternatives, Montessori, Singapour. Parce qu'elle peut faire énormément de sorties, faire découvrir plein de choses à son enfant. Parce qu'elle n'est pas d'accord sur le fait qu'on laisse un enfant assis sur une chaise toute la journée. L'enfant a besoin de bouger. Parce que c'est un droit constitutionnel. Et j'aime beaucoup sa conclusion. Elle dit « parce que c'est mon droit. Et je ne comprends pas pourquoi on doit se justifier de cela. » Absolument. Absolument. C'est notre droit à tous. Et vous voyez la multiplicité des raisons qui font que les gens pratiquent l'instruction en famille. Ça n'est pas pour se renfermer. Ou alors, comme je vous le disais, on ne se déclare pas comme famille IEF. Et je pense d'ailleurs que le discours d'Emmanuel Macron aura eu beaucoup d'effets pervers. Entre autres, celui justement de monter les familles les unes contre les autres. L'une des mamans musulmanes témoignait du fait qu'une autre famille, une autre maman IEF lui avait dit « mais c'est scandaleux, nous sommes punis à cause des familles musulmanes. » Voilà, c'est le meilleur moyen de monter les gens les uns contre les autres, alors que justement, cette maman musulmane est parfaitement républicaine et pas du tout séparatiste. Mais on ne fait plus de différence entre rien. Alors Emmanuel Macron, notre cher président, prétend que les parents ont assez de choix entre l'école publique, l'école sous contrat et les écoles indépendantes pour assurer l'éducation qu'ils souhaitent à leurs enfants. Pardonnez-moi, hein, mais c'est vraiment le réflexe d'une caste privilégiée. Une caste qui peut se payer n'importe quelle école. Combien d'hommes politiques, combien de dirigeants, de grands patrons envoient leurs enfants à l'école alsacienne, au cours Atmer ou dans d'autres écoles très très prestigieuses où ils reçoivent une instruction excellente. Mais combien ça coûte, tout ça? Lorsque l'école publique du coin n'est pas satisfaisante, ne convient pas à l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut payer l'école privée? L'école privée sous contrat? Oui, d'accord. Elle est surtout religieuse, surtout catholique? Et si on n'est pas catholique? Les écoles hors contrat? C'est très bien, c'est une très bonne chose, mais vous savez combien ça coûte? Vous savez, notre aîné est allé dans une école hors contrat pendant 1 an, en petite section, une école Montessori. Il était très heureux. Par la suite, nous n'avions plus d'école hors contrat qui pratiquait la pédagogie Montessori à côté de nous. Ce choix n'était plus possible. Il n'y avait pas d'école qui proposait cette pédagogie à moins d'1h30 de route. Fallait-il faire 1h30 de route aller, 1h30 de route retour tous les jours? Non. Et aujourd'hui que nous avons 5 enfants, nous n'avons absolument pas les moyens de payer une école hors contrat pour 5 enfants. C'est totalement dément. Mais totalement. Alors comment fait-on quand on n'a pas les moyens de se payer une école hors contrat? Comment fait-on lorsqu'on est loin de tout? Comment fait-on lorsqu'on n'a pas le choix que l'on voudrait pour notre enfant? Pourquoi nous refuser les sacrifices que nous faisons déjà,
l'argent que nous dépensons déjà pour nos enfants lorsque nous pratiquons l'instruction en famille, tous ces sacrifices que nous faisons, pourquoi les refuser et nous imposer de faire d'encore plus grands sacrifices? Non, je suis désolée, monsieur Macron, mais là, vous êtes totalement déconnecté de la réalité et de ce que vivent les véritables gens. Et puis c'est facile de s'attaquer à l'IEF. C'est vraiment une proie facile. Qu'est-ce que c'est? Le milieu de l'IEF. Des familles comme vous et moi, tout bêtement. Quelques associations. Des associations avec des bénévoles bien occupés. Bien occupés souvent parce qu'eux-mêmes pratiquent l'instruction en famille. Bien occupés car ils sont déjà à protéger les familles IEF contre les abus de certains inspecteurs. Des associations sans salariés, sans subvention. Ce n'est pas un lobby. Ce n'est pas un lobby qui va pouvoir consacrer des millions et le temps de centaines de salariés à défendre l'instruction en famille. Ce sont des gens comme vous et moi. Si vous saviez le temps que j'ai consacré depuis l'annonce d'Emmanuel Macron à essayer d'éveiller les consciences, à tenter de faire passer ce message qu'il ne faut surtout pas supprimer l'instruction en famille, à contacter des députés, à contacter des journalistes. Mais ce temps, je l'ai pris sur quoi? Sur mon temps en famille, sur mon temps d'instruction avec mes enfants, sur mon temps de travail professionnel. Tout ça, ce sont des sacrifices que j'ai faits. Et je ne vais pas pouvoir continuer à le faire éternellement. Et vous non plus. Donc c'est vraiment pour s'attaquer à une proie facile. Mais alors, que peut-on faire? Avant tout, se mobiliser rapidement. Plus il y aura une levée de boucliers rapide et massive contre cette idée, plus les députés seront sensibilisés à la question et voteront contre cette partie de la loi. Je vous recommande aussi de contacter votre député. Ce sont les députés qui vont voter la loi. Ce sont eux qui auront le pouvoir de décision. Contactez votre député, présentez-lui votre situation, expliquez-lui pourquoi l'instruction en famille est aussi importante pour vous. Est-ce que cela impliquerait pour vous d'avoir vos enfants rescolarisés? N'hésitez pas à utiliser les arguments que j'ai mentionnés dans ce podcast. Je les récapitulerai en fin d'épisode pour que vous ayez un peu tout cela en tête. Je suis déjà en contact avec plusieurs députés. Je leur transmets d'ailleurs vos témoignages sur l'IEF. N'hésitez pas à me les envoyer. Vous pouvez me les envoyer par mail à annelaure@montessori7.fr. Montessori7 avec un s.fr. Donc apportez votre témoignage sur les réseaux sociaux, physiquement, là où vous pouvez. Comme je vous le disais, moi-même je les recueille pour les transmettre ensuite. Chaque témoignage est un argument supplémentaire pour un député, pour un journaliste. Vous pouvez bien sûr rejoindre une association, les soutenir, leur proposer votre aide. Oui, il y en a quelques-unes, elles ne sont pas très nombreuses. Vous avez UNIE, l'EDA, les enfants d'abord. Vous avez l'AIA, vous en avez sûrement d'autres. J'avoue que ce sont les trois principales, celles que l'on connaît le plus. Vous avez aussi l'école de la vie, Et puis vous pouvez en parler autour de vous. Essayez de convaincre vraiment tous les parents. Tous, pas seulement les parents IEF, mais tous les parents qui sont concernés. Vous pouvez relayer les publications qui défendent l'IEF sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, pour éveiller les consciences. Ça n'est pas pour faire ma publicité, mais n'hésitez pas à relayer telle vidéo que j'ai pu faire qui vous paraît convaincante ou instructive. N'hésitez pas à relayer des posts Facebook. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis peut-être qu'il ne faudra pas hésiter à descendre dans la rue. Peut-être que nous devrons en arriver là. J'aimerais vous rappeler à ce sujet l'exemple de 1984. Entre 81 et 84, Mitterrand et son gouvernement ont préparé un projet mené par le ministre de l'Éducation, Savary. On appelait ça le projet de loi Savary, qui avait pour objectif de supprimer en fait l'enseignement privé sous contrat, de le faire fusionner avec le public, et il n'y aurait plus eu d'enseignement privé sous contrat. 800 000 personnes dans les rues à Versailles, puis 2 millions de personnes dans les rues à Paris. Et je vous passe la multiplicité des manifestations plus petites, de plus modeste ampleur, dans d'autres villes. 2 millions de personnes dans la rue à Paris. Le projet de loi a fini par être retiré.
On avait déjà conscience à l'époque que c'était toute la liberté de l'enseignement qui était remise en question. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais s'il le faut, il faut absolument que nous soyons prêts à descendre dans la rue. 50 000 familles IEF? Ça représente combien de monde? 200 000 personnes? Et si les familles élargies viennent? Et si nos amis viennent? Et si nous convainquons d'autres parents que eux aussi sont concernés? J'ai déjà reçu plusieurs messages de parents qui ne pratiquent pas l'instruction en famille, mais qui sont bien conscients que cette liberté est fondamentale et qu'il faut la protéger. Combien de personnes pouvons-nous réunir autour de nous? Beaucoup. Beaucoup, mais il faut que nous soyons tous mobilisés, clairement. C'est amusant parce que déjà en 84, Jacques Chaban-Delmas évoquait une société totalitaire dont les manifestants dont je vous parlais ne veulent pas. C'est la même chose aujourd'hui. Ce sont les prémices d'une société totalitaire dont nous ne voulons pas. Alors peut-être que notre État aujourd'hui n'est pas encore totalitaire. Le problème, c'est que si nous faisons sauter tous les verrous, tous les remparts, toutes les protections, tous les droits que nous avons, eh bien nous n'aurons plus aucune protection contre un régime totalitaire. Plus aucune. L'une des premières protections, c'est la liberté de conscience. Et pour ça, la liberté du choix du mode d'éducation. L'éducation de nos enfants est quelque chose de fondamental. Un petit message d'espoir aussi. Nous avons une immense diversité parmi les familles IEF. Nous appartenons tous à des milieux différents, à des religions différentes, à des associations différentes. Nous avons des hobbies, des passions, nous vivons à des endroits différents. Nous avons une diversité qui est incroyable. Ce que cela signifie, c'est que nous avons de nombreuses caisses de résonance. Si chacun relaie le message dans son milieu, parmi ses relations, parmi ses amis, là où il habite, là où il va faire du sport, là où il va faire de la musique, là où nous rencontrons des gens, là où nous partageons notre foi, eh bien nous pourrons éveiller davantage de conscience. Mais il faut vraiment faire jouer toutes ces caisses de résonance. Voilà donc pour aujourd'hui, pour ce podcast. Je vais vous récapituler en quelques mots les arguments que je vous ai exposés pour que vous les ayez en tête, pour pouvoir les utiliser à votre tour, s'ils vous paraissent convaincants. Parmi ces arguments, il y a le choix de l'éducation globale que nous voulons. Voulons-nous une éducation d'État, comme à Sparte, sous Hitler aussi, ou voulons-nous une éducation choisie librement par les parents, comme à Athènes? À ce sujet d'ailleurs, n'oubliez pas cette phrase de Jules Ferry que je vous ai citée, qui s'adressait aux instituteurs en leur disant « Vous êtes l'auxiliaire et à certains égards le suppléant du père de famille. » Pas le maître ou le supérieur du père de famille. L'auxiliaire. L'enseignant aide le parent. Le parent délègue son rôle d'enseignement à l'enseignant, et pas l'inverse. Lorsque nous pratiquons l'instruction en famille, nous récupérons simplement ce droit, nous assumons pleinement ce droit, et nous l'exerçons nous-mêmes au lieu de le déléguer à quelqu'un d'autre. C'est tout. Il n'est pas question de nous l'enlever. Ce droit est constitutionnel, il fait partie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sachez que cette déclaration est rattachée à la Constitution, ça fait partie du corpus constitutionnel de la France. L'article 26.3 nous précise bien que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. L'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne rappelle que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques est respecté selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, donc. L'immense majorité des pays dans le monde autorise l'instruction en famille. C'est le dernier rempart de la liberté éducative. C'est un contre-pouvoir éducatif, c'est-à-dire que c'est ce qui va empêcher l'État d'abuser de son pouvoir en matière d'éducation. De même que le journaliste est un contre-pouvoir politique, le journalisme va empêcher l'État d'abuser de son pouvoir exécutif, législatif, va empêcher le pouvoir d'être corrompu. Donc le journalisme est un contre-pouvoir. L'instruction en famille est un contre-pouvoir en matière d'éducation. C'est ce qui va empêcher les abus de l'État.
et vous permettre de garder une liberté, même si vos enfants vont à l'école, face au programme imposé par l'État. Si cette liberté disparaît, eh bien c'est la porte ouverte à un régime totalitaire. Il faut préserver la liberté de conscience de nos enfants. Jules Ferry disait que l'on ne toucherait jamais avec trop de scrupules à cette chose délicate et sacrée qui est la conscience de l'enfant. Et on ne fait pas plus républicain que Jules Ferry. Les écoles actuelles ont du mal à prendre en charge tous les élèves. Donc pourquoi leur imposer d'en prendre en charge 50 000 de plus avec toutes leurs particularités et leurs difficultés propres? Les raisons pour pratiquer l'instruction en famille sont extrêmement diverses et ne se résument absolument pas à un certain séparatisme, bien au contraire, car les familles séparatistes ne se déclarent pas comme familles UF et ne prennent pas le risque d'être inspectées. Il existe déjà une loi qui permet de condamner les familles qui le font, puisqu'à ce moment-là, elles ne fournissent pas une instruction suffisante à leurs enfants. Et enfin, pour répondre à l'argument d'Emmanuel Macron qui prétend que les parents ont assez de choix, c'est bien beau, mais on n'a pas toujours les moyens de ce choix. On n'habite pas toujours à côté d'une école correspondant à nos choix éducatifs et pédagogiques. Et on n'a pas toujours les moyens de la payer. Voilà pour aujourd'hui. Je vous serais vraiment, vraiment très reconnaissante de relayer ce podcast autant que possible. Allez, il dure 40 minutes, d'accord. Mais allez, 40 minutes, on peut les trouver dans sa semaine. On peut les trouver en faisant des conduites en voiture. On peut écouter ce podcast. N'hésitez pas à résumer ces arguments, sinon, à votre entourage. Et je vous en prie, relayez au maximum les publications de défense de l'IEF que vous pouvez voir. Celles des associations, celles de familles comme la nôtre qui les publient aussi. J'ai quand même bon espoir. Je pense que les députés ne sont pas stupides et qu'ils vont savoir défendre ce droit. J'ai eu au téléphone une députée particulièrement remontée contre cette loi qui d'attaque, qui se prépare pour les débats. J'ai hâte d'entendre ces déclarations à l'Assemblée. Beaucoup d'associations, pas forcément directement liées à l'instruction en famille, mais des associations comme Éduc France, menée par Anne Coffinier, la Fondation Kairos, la Fondation pour l'école. Il y a beaucoup d'associations non directement liées à l'IEF qui se bougent aussi. La réaction a été assez rapide. Les journaux en ont parlé. Voilà. J'ai bon espoir que ça ne passe pas. Mais pour que ça ne passe pas, il faut que nous soyons et que nous restions mobilisés. Je vous laisse sur cette note à la fois grave et pleine d'espérance. Je vous souhaite une bonne journée malgré tout. Si vous pratiquez l'instruction en famille, je vous souhaite de continuer sans trop d'angoisse. N'hésitez pas à en parler avec vos enfants, bien sûr, mais ne désespérez pas tout de suite. La loi devrait a priori être discutée ou votée le 9 décembre. Donc les choses vont aller assez vite maintenant. Et je vous souhaite, en attendant, une bonne continuation. À très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.